Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Michael Fargier, qui a été vice-champion du monde en descente, puis entraîneur national en descente, mais également en course en ligne. Autant dire que j'avais de nombreuses questions à lui poser concernant l'entraînement pour performer, et notamment sur le parallèle entre descente et course en ligne. Sa curiosité m'a fait plaisir à entendre. L'épisode est riche en conseils, et j'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Michael Fargier et ses secrets. Salut Michael, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, écoute, ça va bien, toujours dans le sud, là sur Fréjus, il fait beau, tout va bien. C'est cool, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. J'ai pas mal de questions à te poser, et on va commencer comme d'habitude avec un peu ton parcours. Comment tu as commencé le kayak ? Comment j'ai commencé le kayak ? Tout simplement, alors je devais avoir entre 8-10 ans. Et en fait, j'habitais à côté du club de kayak, style à 300 mètres. Et l'été, je cherchais un peu des occupations. Et puis mes parents, enfin avec ma cousine, ils nous ont inscrits au club de kayak. Et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. T'avais quel âge ? Entre 8 et 10, je me rappelle pas exactement. 85, 86, je pense, c'était par là. Ok. Et avant ça, t'avais fait d'autres activités sportives ? Alors avant ça, j'ai fait, comme tous les petits garçons, un peu de foot, mais je faisais aussi pas mal de BMX. À l'époque, c'était du bicross, donc du petit vélo. En fait, mon père, il faisait du motocross et souvent sur les courses de motocross, il y avait pour les enfants des pilotes, il y avait des petites courses, des petits contests où on s'amusait, sur une partie du circuit, on faisait des petites courses de vélo, quoi. Quand Voilà quand tu as commencé le kayak, tu as commencé directement par de l'eau vive, comme tu as fait par la suite ? En fait, donc moi je suis ardéchois, donc je suis albenassien, donc j'ai commencé le kayak quand on est petit, l'été on fait des esquimotages, enfin on fait plein de trucs comme ça, maximum de tours, enfin. Et après le club où j'étais, il faisait beaucoup de ce qu'on appelle un peu de haute rivière, donc on a en Ardèche, on a pas mal de petites rivières classées 3 à 4 et qu'on descendait avec des bateaux courts. Donc les premiers temps, c'était pas forcément de la compète, en fait. Qu'est-ce que tu appelles des bateaux courts ? Les bateaux courts, c'est les bateaux faits pour faire de la haute rivière, entre guillemets, et c'est des bateaux qui sont un peu plus larges et un peu plus courts, quoi, qui font aux alentours de 2 mètres 50, entre 2 mètres 50 et 3 mètres, on va dire. Ah Même ouais, avant, il y avait c'est des tout petits bateaux alors. Ah ouais, c'est minuscule. c'est des petits bateaux pour faire du franchissement, en fait. Franchissement de rivière. Sauf que quand on est petit, on fait pas des trucs énormes, mais voilà un peu le début, comment ça s'est passé. Donc sur les rivières de l'Ardèche, la Haute-Beaume, la Volane, des petites rivières comme ça. Quand tu as commencé le kayak, est-ce que tu as fait d'autres activités sportives en parallèle du kayak ? Ou tu t'es vraiment concentré, entre guillemets, que là-dessus ?
Donc là, c'était le tout début, on va dire. Je me suis concentré vraiment sur le kayak à partir de cadet, en fait. Donc cadet, 13 ans, 80, 90, ouais, 13, 14 ans. Donc j'avais continué, donc toujours un peu avec mon père les week-ends, ça pouvait arriver là mais c'était une pratique pas vraiment structurée en fait. Et puis je faisais donc un peu de foot, mais le kayak à ce moment-là a pris le dessus, donc voilà. Après j'ai arrêté le foot et j'ai fait que du kayak. Comment ça Et se fait que après les le débuts, kayak a pris le dessus? en fait, donc mon parcours, enfin, c'est aussi des rencontres et des opportunités. Donc en Ardèche, j'ai eu la chance de bénéficier de la création du centre d'entraînement d'Aubenas, une sorte de pôle espoir en fait, qui s'est monté un peu à ce moment-là. Et en fait, on a été plusieurs sportifs ardéchois en bénéficier, où on avait on va dire les services d'un pôle espoir sur notre lieu de vie en fait. Et ça, c'est quand tu avais 13-14 ans que ça s'est mis en place? Ouais, c'est 14 ans, KD1. Donc voilà, et c'est ce qui nous a permis. Donc on avait un entraîneur, camion remorque. Donc j'étais plutôt sur le vide, on faisait slalom, descente et voilà. Donc après c'est parti, sélection au championnat de France. En plus on était plusieurs dans le club, donc on a fait des médailles en équipe. Enfin on a des titres aussi de champion de France en équipe avec le club d'Aubenas. Et puis voilà, c'est parti comme ça assez vite quoi. Et est-ce qu'avant ça, tu avais fait des compétitions? J'avais fait quelques compétitions, oui, des petites compétitions départementales sur le plat. J'étais plutôt adepte des efforts courts à l'époque et j'étais plutôt orienté slalom, on va dire. Ok, alors qu'est-ce qui a fait que tu es passé plus sur la descente après? Qu'est-ce qui a fait que j'ai passé plus sur la descente? C'est la régularité. En slalom, j'étais pas régulier. Il y a les touches, je sais pas si tu as vu. Et à l'époque, les touches, c'était 5 secondes de pénalité. Donc, il fallait pas trop en faire. Hein. Et donc, voilà, en descente, il y a quand même moins d'incertitudes et j'étais plus régulier dans cette activité. Peut-être ça correspondait mieux à notre site d'entraînement. Il y avait notre coach qui était également plus peut-être descendeur. Après, on avait, tu l'as interviewé aussi, il y avait Sabine à l'époque qui habitait en Ardèche. Et on allait la voir le mercredi, qui nous donnait des conseils. Donc, il y avait une bonne dynamique descente aussi en Ardèche à cette époque-là. Quand tu rentres au centre d'entraînement d'Aubenas, comment ça se structure les entraînements? Oula. Dans le sens, combien de fois par semaine vous il y vous avait le entraîniez? mercredi. Le mercredi, c'est sûr. Et puis après, le soir après les cours, il y avait un service où on se retrouvait là sur le plan d'eau. Donc, c'était un petit plan d'eau à peu près qui fait 300 mètres de long. Donc, on faisait un peu des tours. Et puis, il y avait quelques portes en slalom et il y avait un petit peu des rapides pour faire, quand il y avait de l'eau sur l'Ardèche, là, pour faire un peu de slalom. Voilà, stop, décalé, toute la panoplie, quoi. Et il y a même eu le projet, il y a eu un bassin artificiel, enfin semi-artificiel à Aubenas. Donc ça devait être en 91 ou 90, par là. Et il y a eu une crue en 92 qui a emporté le bassin. Oh. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai bénéficié vraiment d'une grosse dynamique locale, en fait. Enfin, au début, ça part d'une coïncidence. J'habitais à côté du club et puis voilà, quelques temps après se monte ce centre d'entraînement, enfin, sorte de pôle espoir et puis voilà, c'était parti, quoi. Ça me paraît minuscule, 300 mètres de long. Ah non, mais c'était minuscule, hein. C'était un tour, franchement, on chopait le tournis, hein. C'était tout petit, tout petit. Et on apprenait bien la gîte, par contre, on maîtrisait la gîte. Pour tourner en bateau de descente. Ah ouais, pour tourner là. Ouais. Non, mais c'était minuscule, franchement. Mais voilà, ça permet la gîte, contrôle du dérapage, relancer. Enfin, il y a quand même des petites choses qu'on peut apprendre là-dessus. Après, c'est sûr qu'en termes de motivation, lassitude, peut-être tourner en rond, ça peut fatiguer plus vite. Mais quand on est jeune, pas de problème. Des fois, j'y repasse, tu vois, quand je rentre voir la famille sur ce plan d'eau, là, je me dis, ouais, quand même, on tournait là, quoi.
Ah, mais quand t'es gamin, t'y penses pas. T'es là, t'es content. T'es avec tes potes, tu progresses, tout ça. Donc tu te dis pas. Tu vois que c'est petit, mais tu penses moins que maintenant avec toute l'expérience que t'as. Mm. Ouais, non, mais après, voilà, je pense qu'on avait quand même peut-être le plus important, hein, c'est la présence d'un entraîneur compétent. Hein. Après, si tu as un super site et tout, mais qu'il n'y a rien, bon, mais là, on avait Laurent, après, qui est rentré à la Fédé et tout, qui nous a amené plein de choses, donné plein de comportements, voilà, qui nous ont permis plus tard de performer, quoi. Tu parles que le centre à Aubenas, le centre d'entraînement, c'était comme un pôle, c'est-à-dire qu'à partir de 14 ans, tu avais des horaires aménagés pour pouvoir t'entraîner plus? Il y avait des petites ententes, ouais, avec les lycées. Il y avait 3 lycées, il y a 3 lycées à peu près sur Aubenas. Et puis surtout, ouais, ramassage, enfin voilà, un peu tous les services qu'on peut retrouver un peu dans un pôle espoir aujourd'hui. Hein. Et à ce Donc, moment-là, quel était entre guillemets ton projet? Est-ce que tu avais des ambitions en termes de compétition en kayak? KD2, c'est là où j'ai commencé, tu vois, j'ai fait une médaille de bronze aux France en décembre, voilà, KD2, quoi. Ouais, ça a commencé KD2 à peu près par là, à me dire, ouais, c'est peut-être possible de performer. Mais à ce moment-là, tu t'entraînais encore sur Ah ce ouais, plan mais d'eau de 300. jusqu'à Junior 2, jusqu'à ce que j'intègre alors, à l'époque, c'était pas un pôle France, c'était quoi le Centre national d'entraînement à Lyon. J'étais sur ce plan d'eau. Après, bon, et quand même, l'Ardèche, quand il y a de l'eau, on pouvait faire des super descentes entre Aubenas et Vauguier, où c'est des gros parcours avec des grosses vagues. Donc, c'est pas non plus. Et puis après, on peut aller à Vallon-Pont d'Arc dans les gorges, mais je dirais l'entraînement un peu quand on n'avait pas beaucoup de temps, les jours de semaine, c'était plutôt sur ce petit plan d'eau. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, mais comment tu faisais pour faire plus de distance? Et, Ah, quand t'es là après, bon, quand t'es à l'âge, tu vois, c'était peut-être des séances, je me rappelle plus exactement, mais 35, 45 minutes, tu vois, peut-être. On faisait pas non plus 1 heure et demie, on faisait pas 20 bornes non plus sur le plan d'eau, quoi. Et puis après, quand il y avait un peu d'eau, on avait de la chance, on pouvait remonter un peu en rapide, tu vois, donc ça permettait d'agrandir un peu le tour. Et puis de travailler, moi je viens de Novice, je suis persuadé, tu vois, que la remontée de rapide, changer de rythme et tout ça, il y a des choses intéressantes qui se passent, tu vois, pour travailler l'appui. mais oui, justement, Christophe, dont on parlait avant, aime bien ces changements de rythme, nous en faire faire. Et c'est vrai que c'est un truc que on a du mal, parce qu'une fois que tu as ton rythme, entre guillemets, tu as du mal à en changer, quoi. T'es un cas, surtout quand tu démarres peut-être tard, mais tu as du mal à changer de rythme à chaque fois, quoi. Ben, enfin, peut-être on l'abordera plus tard, mais c'est vrai que je trouve les descendeurs, ce qu'on cherchait à travailler, tu vois, c'est avoir une gamme d'appui en fonction de la dureté de l'eau, enfin, on va dire du courant, de la profondeur, tu vois, être capable de faire aller vite ton bateau, soit en étant plus dans le registre musculaire avec un gros appui, avec beaucoup de pression dans la pale, ou tu vois, un peu plus mobilette, entre guillemets, un peu plus de cadence, un peu moins de pression. Et là, tu vas aller un peu plus sur le cardio. Et c'est vrai que la descente, ça permet en fonction de ce travail, tu vois, de changement de rythme, il va être influencé par le profil de la rivière, en fait. Et Combien ça, c'est vrai qu'en mer, tu l'as aussi. En eau calme, naturellement, enfin, sauf si tu prends des grosses bourrasques devant, mais tu vois, c'est quelque chose peut-être qui est moins spontané, en fait. combien de gammes d'appui il faut, entre guillemets, selon toi, qu'avec ton Des expérience? gammes, non, quand je dis, il n'y a pas de combien, c'est plutôt des styles. Enfin, à mon avis, tu vois, c'est plutôt avoir des styles adaptés. Ça va dépendre du profil des rivières, tu vois. Tu vas avoir des profils type, je sais pas, toi, t'es sur Annecy, le Fier, je me rappelle plus trop, mais tu vois, des rivières sur l'Isère, tu vas pas pagayer de la même façon que sur la Drôme, ou des rivières avec peu de fond, ou très plates, et puis en fonction de si tu es à l'entrée du rapide, tu vas d'enlever, si tu es dans des vagues, si tu es en sortie, sur des relances, dans des marmites, enfin, tu vois, tu vas avoir des petites nuances, plus ou moins verticalisées, plus ou moins allongées, enfin,
Donc voilà, et puis être par rapport au toucher d'eau, tu vois, peut-être un peu moins être agressif au début, tu vois, faire durer ton appui. Enfin, il y a pas mal moi je trouve de subtilité, voilà, que tu ressens liées à la force du courant, quoi, force du courant et profondeur notamment. Je pose une question, je fais un petit passage sur ton côté entraîneur. Est-ce que tu penses justement que de faire de la descente ou de faire de l'eau vive, c'est un prérequis pour toi, peut-être indispensable pour performer, pour avoir Ouais, justement plus de non, registres en fonction des conditions? bah, je pense, ben là, après, c'est les résultats qui parlent. Après, des descendeurs, il y en a qui ont très bien marché. Enfin, en France, on a la descente, je pense à Arnaud Iboa ou tout ça, qui ont performé dans les deux. Un prérequis, non. Par contre, c'est pas une tare non plus, quoi. Après, ça donne pas mal de. C'est déjà en descente, il y a quand même des bons volumes d'entraînement puisqu'on a le format classique, donc voilà, qui oblige à avoir des gros volumes. Après, c'est sûr, peut-être par rapport à la course en ligne, on est un peu moins dans le registre par rapport au musculaire. Mais voilà, il y a des sportifs qui ont très bien. Il y a Maxoff aussi en Allemagne. Enfin, il y a des descendeurs qui sont bien passés de la descente à la course en ligne. Après, en Australie, je pense qu'ils n'ont pas de descente, ils ont du surski et ça passe bien du surski à la course en ligne aussi. Oui, je Donc, pose cette question-là parce que moi, je vois par rapport à ma pratique que j'ai pas vraiment de. J'essaie d'avoir une palette entre guillemets, mais ma palette est très restreinte et j'ai jamais fait trop d'eau vive. Donc, je me disais peut-être là, il y a une piste, tu vois. mais l'eau vive ou après, t'as le surski, la mer. Hein. La mer, elle va t'obliger aussi à faire des petits changements de rythme en fonction de là où tu te positionnes sur la vague, sur les bumps. Et donc voilà, la mer, je pense que enfin, le surski, ça peut être un bon moyen de travailler ça et puis de travailler, de faire des bornes aussi un peu tu vois, pour changer un peu, quoi. Parce que des fois, la course en ligne, c'est vrai que on parlait du petit plan d'eau là que j'avais à Aubenas, mais j'étais aussi à Vers. Bon, le plan d'eau, il fait 2000 mètres. Après, des fois, c'est un peu brumeux le matin, tu vois, en termes de motivation, c'est pas non plus c'est pas l'île Maurice, quoi. Je reviens sur ton parcours personnel. Donc là, tu es au centre de Bonnat. Ensuite, tu parlais, tu as intégré le centre à Lyon. Comment ça s'est fait, ça? Et en fait, donc en junior, je me suis sélectionné pour les championnats du monde junior. Et du coup, j'ai fait troisième. Et puis voilà. Donc après, j'avais eu le bac aussi. Donc je partais faire mes études à l'UFR STAPS. Donc c'était soit Grenoble, soit Lyon. Pour faire le projet kayak, c'était quand même mieux de faire Lyon. Et donc j'ai été pris sur le pôle de Lyon où il y avait une grosse dynamique descente. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement en termes d'entraînement entre le centre à Aubenas et ton arrivée à Lyon? Les principaux changements? Déjà, il y avait une grosse dynamique. Donc, au Bonnard, on était des petits jeunes entre nous. Là, on arrivait chez les grands, quoi. Donc, je dirais, il y a eu un gros gap. Il y a peut-être pas eu beaucoup de progressivité là. On est rentré chez les hommes là. Et, et donc, ouais, assez vite, on a passé la surmultiplier, puisque moi, dès senior 1, alors, je fais des sélections moyennes, des sélections pour les championnats du monde et tout ça, mais au championnat de France, c'était un peu la surprise, je fais troisième en senior 1. Et ça a été vraiment le début de ma carrière sportive en descente, en fait. Donc, tu vois, je passe de junior, donc on n'avait pas fait les France, on avait fait les championnats du monde où je devais être si on fait le scratch, je devais être, je sais pas, à 15, 20e. Et puis là, aux France, l'année plus des petits déclics, voilà, je finis troisième aux France, quoi. Même si les France, des fois, il suffit qu'il y ait des championnats du monde derrière, ça n'a pas toujours une valeur, mais quand même. Et puis après, de là, après, l'année d'après, je me suis sélectionné pour le championnat du monde. L'année d'après, j'ai gagné la Coupe du Monde. Et puis voilà, c'est allé assez vite.
En fait, je parle d'entraînement parce que moi, j'ai lu le bouquin Danger Zone que tu dois connaître. Ouais, c'était culte, ça. Ouais, bah c'est moi j'aime bien. J'ai lu plusieurs fois et justement, bah quand tu lis le bouquin, justement avec Claude, Gilles Zoc et tout qui s'entraînent comme des fous quoi, vraiment à fond, à fond, à fond. Et c'est pour ça que je te demandais qu'est-ce qui a changé quand tu es arrivé à Lyon. Est-ce que t'as fait, est-ce qu'en termes de volume d'entraînement ça a augmenté ou c'est la qualité des séances qui a changé? Est-ce que tu saurais Moi, je pense qu'il y a eu le volume qui a augmenté. Et après, il y a eu aussi l'émulation, parce que en kayakom, il y avait beaucoup de monde, donc quand même, les sorties, il n'y avait pas beaucoup de sorties cool. Alors, c'était pas l'entraînement polarisé qu'on faisait, hein, ça envoyait, quoi. Et je pense que je réfléchissais un peu, on était vraiment on était quand même un peu dans la quantité. Et puis après, bon, aussi, on avait un entraîneur qui nous suivait. Lyon, stratégiquement, c'est pas mal placé parce qu'il y a deux bassins, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saubrenat, qui sont pas très loin. On n'est pas loin de l'Isère non plus. Donc après, on faisait des stages. Enfin, voilà, quand même, la dynamique a changé un peu en arrivant sur Lyon, quoi. et est-ce que les séances et puis étaient après, Stats aussi, hein, faire Stats. Hein. J'allais dire, est-ce que les séances à Aubenas c'était pareil? Il n'y avait pas de séances faciles comme à Lyon? C'était beaucoup plus court. Après, franchement, je me rappelle plus trop en fait. Il y avait un gars qui tournait un peu mieux, donc les virages, c'est aussi le moyen de recoller un peu à chaque coup. Et c'est vrai que Lyon, c'est surtout qu'on se retrouvait nombreux. Il y avait les sorties du jeudi après-midi là où, ouais, non, c'était, il y avait quand même un gros décalage quoi, entre les deux. Après, voilà, a priori, j'ai dû travailler à ce moment-là le concept d'antifragilité, tu vois, tu t'en mets beaucoup et je me suis pas blessé non plus, quoi. Après, c'est vrai que avec du recul, c'était assez brutal quand même. Tu parlais juste après que tu avais gagné la Coupe du Monde en descente. Tu vois, moi j'en étais resté, donc t'es plutôt bon aux France. Après, tu fais championnat du monde junior, ça se passe plutôt bien. Championnat de France, ça se passe bien. Est-ce qu'à à un moment, tu te dis, mon objectif, c'est d'être champion du monde de descente? Ouais. En fait, je pense que c'est un peu donc junior. Je fais les championnats du monde junior. Je fais 3. Je suis de la même année que Babac, je crois que tu l'as interviewé aussi. Tout à fait. Donc Babac gagne. Babac tu vois, a gagné les sélections, était un peu plus fort et je fais 3 à 1 seconde 4, je crois, ou vraiment serré. Enfin, c'était hyper serré. Et puis je pense, ouais, voilà, je fais ma perf. Enfin, et puis je faisais des courses à mon niveau et en senior 1 sur la deuxième partie de saison après les pistes, je sais pas, il y a eu un déclic technique, mental, enfin l'expliquer où j'ai vraiment changé de vitesse de base quoi. Et du coup, tu vois, je passe des piges qui sont au mois de mai à, je sais pas, 15e ou 13e ou je sais pas combien, à 3e au France. Et après, donc, on pouvait dire c'est un accident, c'est les France. Et après, après l'année d'après, je me sélectionne aux mondiaux et tout ça. Tu vois, j'avais 19-20 ans là, à ce moment-là. Ah ouais, t'étais hyper jeune, quoi. Et donc, ouais, j'avais 19 ans. T'as rapidement mais moi, été j'ai super fort. arrêté tôt en même temps. Fallait... Donc, ouais, 19 ans, tu vois, les France, 20 ans, sélection au premier championnat du monde. Après 21 ans, je gagne la Coupe du Monde. Ouais. Et puis, et quand tu veux justement devenir champion du monde, tu as ce déclic. Est-ce que tu t'investis encore plus dans les séances? Qu'est-ce que tu fais de plus pour justement essayer d'atteindre ton objectif? Je pense que moi, je suis dans un physiquement, donc ouais, je me sentais pas tu vois, à l'époque, on avait le champion du monde en titre, c'était Marcus Gicler, 2,04 m, 2,13 d'envergure. Tu vois, un gabarit assez atypique. Et donc, je suis quand même parti dans l'optique, ouais, il fallait s'entraîner, quoi. Il fallait pas avoir peur d'y aller. Et puis après, j'avais un autre côté où de ça que j'ai toujours, tu vois, comment gratter du temps entre guillemets, quoi. Donc c'est tirer un peu plus fort sur la pagaie, c'est serrer un peu plus les virages. Enfin, tu vois, où c'est qu'on peut aller gratter des centièmes après centièmes, quoi. Ou avec la volonté, la motivation, tu vois, aller recruter un peu plus
de filaments d'actine et myosine, tu vois, pour faire avancer un peu plus ton bateau sur chaque coup de pagaie. Tu vois, je suis vachement dans ce côté-là, quoi. Aller chercher centième par centième. Et donc voilà, c'est ça un peu qui m'a permis je pense, de progresser assez vite. Et puis après, il y avait un autre côté aussi où j'étais vraiment capable d'aller loin dans l'effort à ce moment-là. Oula, est-ce que ça fait pas trop de bruit? J'entends ton petit bébé pleurer, mais ça va, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Tu dis aller loin dans l'effort. Est-ce que tu peux préciser? C'est-à-dire que tu pouvais résister longtemps je sais pas si on peut dire la douleur? Non, mais en gros, c'était se faire mal, quoi. Accepter la douleur, voilà. On était sur le format, donc les classiques, ça durait entre 10-15 minutes, tu sais pas trop, mais, et donc, pendant 10-15 minutes, tu vois, c'est des distances où t'es à bloc, soit tu as des FC max de plus de entre 190 195, enfin quand même tu puises, on va dire. Justement, tout à l'heure, tu disais que tu étais plus typé sprint au début, et là, on parle de classique, un effort de 10-15 minutes. Parce qu'il n'y avait pas trop de choix à l'époque. Les championnats du monde, c'était qu'en classique. Ah, ok. J'allais dire, donc, à quel moment tu as fait le championnat du monde en sprint, c'est arrivé, je crois, en 2002. Ok. Donc voilà, pour être champion du monde, passage obligé, la classique. Et alors, est-ce que tu deviens champion du monde à un moment ou pas? Non. Alors, comment ça se fait? Eh ben, comment ça se fait? 80, donc je pense, donc 95, tu vois, un peu le Senior 1, la révélation en France. Enfin, la révélation, voilà, c'est sûr que même moi, j'y croyais pas trop. Et après, premier championnat du monde. Et après, la Coupe du Monde au scratch, donc mixte de sprint et classique. Et puis après, donc Garmisch, une rivière que j'affectionnais particulièrement. Donc là, j'y vais pour gagner, mais je fais deux. Il y avait un Allemand qui était plus fort. Et voilà. Donc après, on gagne en équipe, mais en indiv, je fais deux. Et puis voilà, il n'y avait pas photo. L'Allemand était plus fort, quoi. Donc voilà. Et après, championnat du monde en France à Trégnac, ils reviennent cette année. Et donc 99 sur les pré-mondiaux, je les gagne. Et après, en 2000, ouais, il y avait un peu des difficultés relationnelles et tout. Et j'ai puisé un peu trop d'énergie et je fais septième. Et puis, c'est l'année où j'ai eu le prof de sport et j'ai commencé à bosser, en fait. Ok. Et donc, quand tu as commencé, en fait, à un moment, tu as perdu un peu le truc de vouloir devenir champion du monde parce que tu étais deuxième, tu gagnes les pré-mondiaux. T'étais quand même bien lancé pour. Ouais, mais ça a été justement, c'est pour ça la qualité. Je pense, je me suis un peu, c'était mon projet central et je me suis un peu dispersé, quoi. Et pour être champion du monde, quand même, il faut être centré sur la tâche à accomplir. Enfin, de mon point de vue. Qu'est-ce que t'as, parce que là on a surtout parlé du bateau. Est-ce que tu faisais des choses un peu en dehors du bateau pour performer plus? C'est quoi la place de la muscu quand on fait de la descente ou de l'entraînement en dehors du bateau comme la course à pied? Alors pareil, dans mon parcours, j'ai eu la chance. Alors peut-être tu connais, donc on s'entraînait à Lyon et on s'entraînait dans une salle normale. Il y avait un accord. Et on avait le préparateur physique, je sais pas, tu connais René Même, peut-être? Oui, René Même, oui, qui a écrit pas mal de bouquins sur le bodybuilding, tout à fait. Ouais, voilà, et franchement, c'est quelqu'un que je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, là, parce qu'il est monté une salle à Nice, là, enfin, avec ses associés et puis son concept. Et c'est vrai qu'il nous a amené la muscu d'une manière hyper variée, en fait. Avec plein de techniques différentes et franchement c'était cool, quoi. Et puis l'haltéro, tu vois, dans les années 95-2000, c'était pas non plus comme c'est aujourd'hui où tout le monde en fait, quoi. Et donc c'est vrai que la muscu, du coup, on l'a abordé un peu comme ça. Et puis après il y a toutes les techniques pré-fatigue, post-fatigue, analytique, machin, enfin. Ouais, il était très pointu, René. Bien sûr, il a démocratisé beaucoup de choses en muscu. C'était un peu un précurseur avec, ça parlera pas à grand monde, mais avec les Jean Texier, les Lucien de Meillès. C'était un des pionniers de la transmission de savoir dans la musculation.
avant les années 2000. Hein. Il a écrit pas mal de bouquins et tout, et c'était vraiment, c'est vraiment Donc, un pionnier, quoi. donc c'est pour ça, tu vois, dans mon parcours, bon, j'arrive, le centre d'Aubenas là qui se crée, enfin sur Lyon, puis c'est vrai qu'avec René, ouais, je sais pas si, mais la muscu c'est passé assez bien, quoi. Hein. Enfin, tu vois, on était loin. Enfin, il a amené vachement de diversité, de variété, beaucoup de mouvements. Ce que peut-être, alors là, je sais pas trop où ça en est en course en ligne, mais c'est vrai qu'en course en ligne, moi, quand je suis arrivé, ouais, il y avait beaucoup de développé couché, de tirade de planche, quoi. Et là, voilà, on travaillait beaucoup de muscles, quoi. Ah, mais je vois tout à fait ce que préconise René. Même j'ai grandi avec ses livres, alors je vois bien. Ouais, mais là, je suis un peu, tu vois, avec Max 7, sa Max 7, méthode oui, et tout à tout. fait. Ouais, ouais. Ouais, Et je vois après, bien. franchement, en termes de planif et tout, était très pointu, quoi. Et Moi, j'ai bien adhéré, quoi. est-ce que tu faisais de l'entraînement aérobie, donc en dehors du bateau aussi, de la course à pied, tout ça? Euh, Au début, non. Et après, oui. Et du ski de fond aussi. Au début, pas trop. Et puis après, ben, si tu veux monter les charges d'entraînement, quand même, il faut bien un peu diversifier un petit peu. Et donc, ouais, un peu de course à pied et un peu de ski de fond, enfin, d'activité aérobie, quoi. Et est-ce que tu faisais aussi attention à tout ce qui était autour de l'entraînement, je veux dire l'alimentation? Est-ce que tu t'allais régulièrement chez le kiné pour t'aider avec les petits bobos? Est-ce qu'il y avait un Ouais, petit staff autour de toi ou pas? on avait ce service sur Lyon. Ouais, on avait, ouais, peut-être pas toutes les semaines, mais pas loin, ouais. Et puis après, René avait un autre côté, il nous faisait un peu de micronutrition, des petits trucs comme ça. Donc, Bien sûr, je me souviens de ça, d'un de ses bouquins justement. Je sais plus comment il s'appelait. C'était ouais, il a fait Nutrition un bouquin. avec Lionel Lédet. Ils avaient fait un bouquin tous les deux. J'ai oublié le Je me nom. rappelle pas, mais je me rappelle. Hein, je l'avais photocopié, mais je l'ai plus. Et dans les déménagements, je l'ai perdu, quoi. Ouais, Mais c'était un truc je dois l'avoir quelque part si jamais. ça marche. Bon, faudra. Je peux Mais te le retrouver. ouais, non. Moi, j'avais aimé ce côté. Puis j'étais en STAPS aussi à ce moment-là, donc tu vois, il était calé, enfin, sur les différents types de contractions, amplitude cumulée. Enfin, je me rappelle de plein de trucs et ouais, pour moi, c'est une chance de l'avoir eu et voilà, il fait partie des personnes qui m'ont aidé dans ce parcours, quoi. Et Qu'est-ce puis qui dans fait, le parcours de sportif, et puis après, s'il y a des choses que j'ai récupérées sur mon parcours d'entraîneur. qu'est-ce qui fait justement que tu arrêtes ta carrière d'athlète et que tu deviens entraîneur? Eh ben, alors je suis pas devenu entraîneur de suite, mais que j'arrête ma carrière, je pense que bah, le statut non olympique de la descente, voilà, peut-être qui fait que, eh ben, assez vite, j'ai fait les avantages et les inconvénients. Il y avait, tu vois, tu fais les plus et les moins. Quand ça balance un peu vers les moins, ben, et tu peux être un peu moins investi. Enfin, et voilà, ça faisait plus, quoi. Et puis, tu vois, je suis passé de 99 où j'étais vraiment l'année où j'allais le plus vite, on va dire, voilà, 2000, tu vois, j'avais déjà régressé. Et puis après, j'ai continué, je me suis mis à travailler. Donc, j'ai eu le concours, je suis arrivé à Privas en Ardèche. Tu vois, le premier plan d'eau était à 17 kilomètres. Je me rappelle, j'avais un peu, enfin, tu vois, c'était plus faisable, quoi. Enfin, par rapport au niveau de motivation que j'avais, c'était pas faisable. Et là, j'arriverai Est-ce qu'à ce certainement. moment-là, tu arrêtes justement de naviguer, même pour le plaisir? Euh, Bah, en fait, encore des rencontres, je me suis retrouvé à partir dans les raids d'aventure. Ah, énorme. C'était le classique des kayakistes dans les années 2000. Et donc, on m'a proposé de faire, donc dans les autres sports, je faisais du VTT. Tu vois, je roulais pas mal. En plus, comme avant, j'avais fait un peu de bicross et tout. Techniquement, j'étais pas mal en descente, tout ça. Et donc, on m'a proposé de faire un raid. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Après, j'ai fait un raid au Brésil, on a gagné, machin et tout. Et donc, je suis parti un petit peu sur une carrière de raid aventure. J'habitais à Privas, donc un petit peu loin du. Et puis c'était le Rhône, hein, le plan d'eau le plus près, donc pas très fun. Et du coup, je me suis retrouvé à faire bah, plus des disciplines terrestres, VTT, trail, course d'orientation pour préparer les raids. Et les Ah, raids, ça m'a permis de faire des. Bah, c'est sympa, c'est en équipe.
Et puis, c'est top pour voyager, quoi. Ouais, c'était la grosse mode. Bah, je me souviens dans Danger Zone à la fin, ils en parlent et tout. Et je crois que j'avais lu aussi, c'est la bio de. Je me demande si c'est pas la bio de Gilles Zoc que j'ai lu ou quelque chose comme ça ou j'ai plus la mémoire exactement de ce que j'ai Bah, lu. Gilles, ouais, il en a fait. Qui avait fait justement après, qui était parti à fond dans les raids, etc. Vraiment à fond. Et disons, les descendeurs, on a ce côté, bah, pareil, nos courses, c'est dans les montagnes. Tu vois, c'est assez fréquent d'aller faire un. Oula, je crois que je vais bouger peut-être. Ouais, t'inquiète, on t'entend bien. Ça va? Ouais, t'inquiète. Je vais aller. Tu vois, c'est fréquent d'aller faire un petit footing en montagne, faire une course. Et puis voilà, on aime plutôt la nature. Et donc le raid, c'était vraiment, bah, c'est ce côté-là, quoi, nature, aventure, et puis longue distance, quoi. Et ça a duré combien de temps cette période de raid? Le raid, j'ai fait en gros 2000 à 2007. Ah ouais, t'en as fait 7 ans alors. Ouais. Ah ouais. Après, j'ai fait des gros, enfin, j'ai fait des gros raids, enfin, un éco-challenge, un raid gaulois. J'étais parti pour un raid gauloise et la veille, je me suis fait renverser j'étais au Vietnam et je me suis fait renverser par une moto, quoi. Trauma crânien, on n'a pas pu partir, toute l'équipe. Ah merde. À Louz. Et tu bossais dans quoi à ce moment-là? Et j'étais prof de sport, donc en direction départementale jeunesse et sport, à l'époque, en Ardèche. Ok, et donc c'était quoi ton rôle entre guillemets au quotidien? Je m'occupais à l'époque des emplois jeunes. Ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'après par la suite t'es devenu entraîneur alors? Après, c'est un peu toujours, moi c'est un peu dans les rencontres et tout. C'est une région à la fois plutôt un peu personnelle. Je suis parti en région parisienne et avec voilà une copine, c'était une solution d'aller en région parisienne, alors que tu vois pour un Ardéchois c'est pas facile quand même. Et je voulais surtout pas y aller en 2000 parce qu'on m'avait proposé d'y aller là. Et après, ben, le DTN de l'époque m'a dit, bah, écoute, moi j'ai un poste et il m'a proposé un poste sur le pôle France de Vers-sur-Marne. Mais toi à la base t'étais descendeur et donc tu t'es retrouvé Mais au entraîneur. début, Vers-sur-Marne, il y avait un pôle descente aussi. Ah, ok, donc c'est ça qu'on t'a proposé, c'était d'entraîner en descente? Ouais. Il y a eu au tout début, j'ai fait un peu de descente. Donc il y avait bon, des descendeurs à Paris, il y a les espoirs, enfin des clubs parisiens. Et puis sur le pôle France, c'est essentiellement les sportifs qui passent sur l'INSEP. Tu sais, qui passent pour un BE2, qui passent pour une préparation professorat de sport. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé. Alors, quand je dis le pôle France de Vers-sur-Marne, mais on s'entraînait, je sais pas si tu connais, on s'entraînait beaucoup à Champigny-sur-Marne. Oui, je vois, tout à fait, je vois. Oui, il y avait il y a un club toujours peut-être à Champigny. Ouais, au bord de Marne, il y a beaucoup de clubs. Il y a Champigny, il y a Joinville-le-Pont. Enfin, tous les 2 kilomètres, il y a un club en bord de Marne. Et comment ça s'est passé cette première expérience d'entraîneur? Parce que là, pour moi, tu étais donc professeur de sport, passionné par l'entraînement, tu avais été athlète. Comment tu construis entre guillemets ta philosophie d'entraînement entre guillemets à transmettre? Parce qu'il y a ce qu'on fait pour soi-même et ce qu'on fait faire aux autres. Comment ça se passe tout ça? Bah après, bon déjà sur le pôle, on était quand même, on était 4 entraîneurs. Et du coup, bah, ça permet d'échanger. Puis après, bon, bah, j'avais quand même fait un cursus TAPS. Voilà, j'étais intéressé par l'entraînement, la recherche du détail, l'optimisation de la perf. Ça m'intéressait, quoi. Après, en descente, c'est vrai que ben, je connaissais beaucoup les sites, ils reviennent aussi. Tu vois, je connaissais quand même les rivières, voilà, donc il y avait des choses. On n'est pas seul non plus comme entraîneur, quoi. Est-ce que en tant qu'entraîneur, tu as rapidement des résultats avec tes athlètes? En descente, ouais, j'ai eu. Après, c'est les athlètes qui ont des résultats, hein, mais je les ai pas empêchés d'en avoir. Et ouais, il y a eu des bons résultats. Ouais, il y a eu des bons petits résultats. Voilà, en junior, en kayak, en canoë.
voilà, on s'organisait. Après, région parisienne, bah, tu es un peu plus loin des rivières qui bougent. On fonctionnait au quotidien sur la Marne, comme je te dis, muscu à l'INSEP. Et puis après, on faisait des périodes de stage pour aller chercher un peu l'eau vive, on va dire. Et justement, tu parles de muscu et on m'a beaucoup parlé de la musculation en déséquilibre que tu mettais pas mal en place. Ouais. Alors ça, Est-ce que tu les peux définir défendeurs étaient déjà? friands. Alors voilà, est-ce que tu peux définir déjà ce qu'est la musculation en déséquilibre pour ceux qui connaissent pas et quel retour tu en as eu? Mais en fait, ça part tout simplement d'un ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Il faut avoir une gamme d'appui. Et puis, ce qui compte, c'est, tu vois, on a le concept de transmission. Et c'est moi, je pars du postulat quand même que la force de la chaîne dépend de la résistance de son maillon le plus faible. Et donc, tu vois, l'idée, c'est d'avoir déjà une grosse panoplie de mouvements, d'angulation. Et puis après, on est sur un sport nautique, on est assis sur l'eau, sur un bateau qui est relativement instable. On n'est pas assis sur une chaise fixée, ancrée au sol. Et donc, de travailler de développer de la force, de la puissance sur un support instable. Et voilà, c'est parti un peu de ça. Donc, il y a eu un système avec des cordes. J'avais mis des cordes au plafond, baudrier, tu vois, comme une cage de proprioception, là. J'avais mis des goujons et des plaquettes d'escalade. Enfin, puis après, on a couplé ça avec du Swiss ball, avec les plateaux de déménagement, le roll-to. On a mis des défis en place dans les coursives de l'INSEP, là. Et ouais, ça marchait bien avec les descendeurs. Enfin, voilà, ce côté un peu nouveau, on faisait des choses un peu différentes. C'était plutôt, je pense, c'était plutôt apprécié. Et ça veut dire que tu faisais tu vois, je prends un peu d'avance, hein, mais on va y revenir après. Mais tu sais, au début, après, quand tu entraîné en course en ligne, beaucoup faisaient développé couché, tirage planche, là, c'était vraiment les mouvements. Et moi, j'étais dans ces tests. Ouais, t'allais les tests. C'est vrai que les tests 2 minutes TP, 2 minutes d'essai, là, c'était quand même. Ouais, Et, et je trouvais ça presque dommage. Et en plus, c'était peut-être des observations empiriques, mais il y avait quand même pas mal de blessés aussi. et Tout le est-ce temps que, les mêmes est-ce que mouvements. justement, sur ces surfaces instables, tu faisais aussi des mouvements de développé, de tirage? Est-ce que tous les mouvements étaient faits aussi en instabilité? Tous, pas forcément. Puis j'avais mis. Après, il y a le TRX, tu vois, qui est très. Tu sais, c'est des sangles. Moi, j'avais mis plutôt un système à base de cordes et il y avait une poulie en haut. Tu pouvais débrayer, enfin, soit tu la bloquais, tu faisais tête d'alouette. Enfin, tu gérais un peu ton instabilité, en fait. Et de toute façon, c'est comme toutes les méthodes, c'était progressif. Et puis après, voilà, il y a un moment où peut-être le truc, il faut que ça reste un outil pour performer en kayak et pas que ça devienne l'objectif, c'est pas de préparer le cirque Phoenix non plus, hein. Non, mais voilà, donc il faut que ça soit un outil. Et après, il y a eu cette phase, ouais, où on a pas mal développé. L'autre avantage, c'est quand tu es en stage, tu peux aussi faire beaucoup de choses. Et donc voilà, on avait mis ça en place. Ouais, mais je te demandais ça parce qu'effectivement, on m'en avait parlé et c'est vrai que dans un podcast, je crois que j'avais posé la question à je sais plus qui, parce que pour moi aussi c'est assez instable et je me disais c'est bizarre, il n'y a pas tant d'entraînement, du moins de ce que je vois, en surface instable. Et je me disais c'est bizarre, mais d'un point de vue spécifique, ça me paraît super quoi. Et je me disais, c'est bizarre. Ouais, je partage un peu ton analyse. Après, c'est vrai que ça peut servir pour passer des caps musculairement. Des fois, il faut bien être, enfin, ça, c'est peut-être plus ton côté, mais voilà, être sur un banc très stable et puis voilà, envoyer bien symétrique et tout. Mais le geste sportif, lui, il est toujours un peu, surtout quand ça bouge, tu vois, quand tu es en descente et tout ça, tu dois toujours t'adapter un peu, quoi. T'es pas un métronome, t'es pas une machine, quoi. Donc c'était un peu partir là-dessus, voilà, travail unilatéral. Enfin, il y a pas mal de travail sur des chaînes musculaires. Donc voilà, et l'idée c'était vraiment de pouvoir amener la force. Enfin, tu vois, tu te tractes et d'amener la force là où tu veux, quoi. Enfin, de se tracter dans une direction. Voilà, c'est difficile à te. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Car moi, ça me parle. Ça me parle bien. Qu'est-ce qui fait qu'après tu passes entraîneur de course en ligne? En fait,
Le pôle descente, il a un peu réduit et du coup, je crois que c'est 2009, quelque chose comme ça. On m'a demandé, voilà, de gérer un peu la descente, mais il y avait de moins en moins de sportifs qui venaient, essentiellement ceux qui passaient le professorat de sport à l'INSEP. Et donc, on m'a proposé de passer en course en ligne. Et j'étais toujours un peu entraîneur descente des quelques sportifs qui restaient. Est-ce que tu avais déjà fait de la course en ligne auparavant, avant de prendre le poste? Ouais, je viens d'un club un peu d'eau vive et j'avais fait un petit peu de course en ligne. C'était même, je m'étais dit à un moment, il y avait Babac qui a bien marché, passer de la descente à la course en ligne. En tant qu'athlète, je m'étais dit que c'était une possibilité, sauf que mon petit gabarit et tout fait que le peu que j'ai essayé en course en ligne, j'étais pas bon. Et après, par contre, ce que j'avais fait, du coup, tu connais Christophe, j'avais fait aussi du marathon, mais plutôt marathon type Ardèche et tout ça, ou Riba des Sella. Donc, mais qui est pas de la course en ligne du 500 ou du 1000 mètres, quoi. Quand tu deviens entraîneur de course en ligne, au détriment de la descente, est-ce que tu changes ta manière d'entraîner? Qu'est-ce que tu essayes aussi peut-être d'amener de la descente à la course en ligne? Alors, course en ligne, en fait, je suis arrivé à un moment, je sais pas si tu as entendu parler. Donc, je suis assez curieux. Tu vois, quand je suis entraîneur, je passe un peu de temps à surfer, à regarder et tout. Et donc, j'arrive à un moment un peu charnière, je crois que c'est 2009, hein, où il y a un changement de règlement en course en ligne avec l'avènement du 200 aux Jeux Olympiques. C'est du 200 mètres. Oui, tout à fait. Et puis, un autre changement, c'est la possibilité, tu vois, de récolter des données, des datas de course. Et parce qu'avant, tu pouvais pas avoir, tu avais des infos d'entraînement, tu avais les temps carmés, tout ça. Et donc il y a ça. Et en parallèle, j'avais découvert, il y avait tu vois, l'avantage d'être entraîneur sur l'INSEP, c'est il y a 150 entraîneurs, il y a des échanges entre entraîneurs, ça s'appelait Point Rencontre. Et il y avait à l'époque la lettre des entraîneurs. Et je lis la lettre des entraîneurs et je tombe sur un article sur le Minimax. Je pense que tu as dû entendre parler. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc le Minimax, voilà, je me dis, tiens, mais cet outil, c'est top et tout. Et puis je te frappe un peu deux, trois portes à l'INSEP. Et puis donc, je tombe sur Jean-Émile Mazer à l'époque qui me dit, j'en ai un dans mon placard là, mais il n'y a pas de notice, machin et tout. Je te le. Et du coup, ce Minimax, tu vois, j'en ai récupéré un. Je me suis débrouillé pour le faire fonctionner. Et après, je me suis dit, quand même, c'est pas mal. Et donc, je suis rentré un peu sur ce côté course en ligne par amener je dirais peut-être, tu vois, tu avais chaque coup de pagaie, l'avancement du bateau, les mouvements de coque. Donc, d'amener un peu peut-être un peu plus de données chiffrées, objectives, tu vois, sur la perf en course en ligne, sachant qu'elle est aussi en milieu naturel, donc vent de face et vent de dos, bien sûr, c'est pas pareil, quoi. Mais voilà, c'est un peu ce qui m'a permis de rentrer en course en ligne. Et puis après, comme tu dis, l'activité, c'est une activité que j'avais pas pratiquée à haut niveau, mais après, l'idée, c'était de modéliser au maximum c'est quoi un 1000 mètres, c'est quoi un 500, c'est quoi un 200, quoi. Et comment, dans l'idée qu'on disait tout à l'heure, comment je peux être performant. Alors, je sais pas, le 200, je sais pas combien ils sont maintenant, mais à l'époque, je crois que c'était 85 coups de pagaie en K1 pour les K1. Voilà, c'est 85 coups de pagaie. Voilà, comment je peux gratter un peu des centimètres, tu vois, faire avancer un peu plus mon bateau, ou des millimètres même, sur chaque appui. Est-ce que je peux gagner du temps sur le retour aérien? Enfin, tu vois, le Minimax permettait aussi d'objectiver un peu tout ça. Est-ce que, j'allais dire justement, est-ce que tu as des conclusions un peu Après, pour aller vite à en nous course faire? en ligne, c'est assez simple. C'est le rapport. À l'époque, il y avait eu, je sais pas si tu as lu l'écho d'épaule. Oui, oui, tout à On fait. avait fait J'ai tous lu, oui. les conclusions du 200. Ouais. Le 200, sur le 200 notamment, on bossait sur atteindre une grosse vitesse max. Pas forcément le plus tôt possible parce que l'accélération est très coûteuse énergétiquement.
Et après, essayer de limiter la décélération au maximum. Donc, en fait, c'était assez simple. C'était avoir un gros pic de vitesse. Tu vas partir, construire ta vitesse progressivement. Et puis, une fois que tu as ce pic, limiter la décélération jusqu'au bout, quoi. Et en gros, pour les kayakums, c'était toujours les temps qui sont à peu près, je crois, aux alentours de 35 secondes et je crois 31 pour les cadeaux. Et donc, on avait vachement bossé là-dessus. Après, le minimax, il était intéressant aussi pour les distances plus longues sur les stratégies d'allure, sur le pacing. Tu vois, parce que celui qui gagne le millimètre, c'est celui qui a la meilleure vitesse moyenne. Donc, et après, l'idée de bosser sur l'équilibre un peu des 250 notamment. J'allais te dire, est-ce que vu qu'avec le minimax tu peux mesurer comment le bateau gîte, comment il avance, etc. Est-ce qu'il y a des conclusions un peu universelles que tu as pu Non. Là, après, moi, quand j'ai à mon niveau, on s'en est plutôt servi sur des cadences, de la vitesse, de la distance par cycle. Après, sur les angulations, la gîte, le lacet, le dauphinage, là, le pitch. On s'en est. Je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais en fait, il y avait un max de données, quoi. Et donc, il fallait aller à l'essentiel et après, quelque part, non, on n'est pas allé. Enfin, moi, à cette époque, on n'est pas allé dessus. Là, je sais pas trop où ça en est. Comment on entretient sa vitesse une fois qu'on a atteint son pic de vitesse? Et après, c'était justement peut-être passer sur un peu plus de, tu vois, un peu moins de charge dans l'appui, quoi, un peu plus tenir un peu la cadence, quoi. En fait, si tu es tout le temps sur l'appui gros braquet, tu vois que tu t'effondres en cadence, là, tu perds beaucoup de vitesse, quoi. Tu vois, d'arriver un peu à avoir ce compromis cadence et appui max, quoi. Et après, il y avait une stratégie, alors je sais pas si tu avais regardé les vidéos, c'était Arnaud et Seb là, qui avaient développé un truc où ils se désynchronisaient dans la deuxième partie de course, quoi. Ah non, j'ai pas vu ça. On la trouve où cette vidéo? Non, mais il y en a, enfin, c'était l'époque quand ils couraient, quand ils sont double champions du monde. Et il y avait, mais c'était une solution qu'ils avaient trouvée eux. Après, il y avait l'équipier arrière, Seb, qui se mettait vachement à précéder Arnaud. Tu vois, presque à la limite de le déséquilibrer, quoi. Et du coup, dans ce fonctionnement-là, quelque part, ils augmentaient la phase aquatique et la phase d'accélération du bateau. Eh ouais, je vois, effectivement. Eh ouais, c'est intéressant ça. Parce que, si, j'avais fait quand même des trucs, par exemple, je sais plus, je crois que c'est les pistes pour les jeux. De mémoire, donc j'étais vachement avec les kayakums, Max, Arnaud, Seb, il y avait 3 200, 3 vainqueurs différents, c'était très serré. Et en fait, tu vois, le ratio, ce qui compte, c'est quand j'ai la pagaie dans l'eau, j'accélère mon bateau. Quand j'ai la pagaie en l'air, à partir du dégagé, mon bateau ralentit, décélère. Et en fait, on s'apercevait, par exemple, que Max et Seb, sur 35 secondes, je crois, je te dis ça, j'ai réfléchi un peu à ma mémoire, ils accéléraient leur bateau pendant 19. Et Arnaud, par exemple, lui, c'était pendant 22. Tu vois, donc le temps, au final, il faisait le même temps, 35 secondes à quelque chose près. Et de la manière dont il pagayait, tu vois, il y avait un temps d'accélération plus long pour Arnaud. Alors, est-ce que ça venait de la pagaie? Est-ce que ça venait ça? Tu vois, on n'a pas les infos, mais voilà. Et alors, j'ai une question qui a pas de réponse, mais j'allais te dire, est-ce qu'il vaut mieux mettre plus longtemps pour accélérer, mieux vaut accélérer plus rapidement et entretenir sa vitesse après? En fait, tu te dis, a priori, c'est ce qu'on appelle la puissance. Si dans ta phase aquatique, tu es 19 secondes dans l'eau, tu vois, et tu fais le même travail final que celui qui est 22, a priori, c'est que tu es plus puissant. Mais après, tu vois, il y avait des formes de pagaie différentes dans le truc, donc c'est pour ça que
Ouais, moi, on n'est pas allé, tu vois, ça arrive, c'était le Minimax, ça arrive, tu vois, en 2000, en course en ligne, il arrive en 2010, 2011. Tu vois, là, quand je te parle ça, c'était 2012. Tu vois, il y a plein de choses à aller chercher, en fait. Ah, mais j'allais te dire, je renchéris sur des questions sans réponse, mais j'allais te dire, là, tu parles de formes de pagaie différentes. Comment on fait en tant qu'entraîneur pour essayer de déterminer la meilleure pagaie pour l'athlète? Parce que pareil, j'imagine qu'il n'y a pas de... C'est à partir des Là, tests. t'es dans l'empirisme complet, là. Enfin, non, mais pas complet, mais non, t'es dans les sensations, c'est souvent l'athlète, tu vois. T'as les teardrops, je sais pas, tu vois, avec quoi? Moi, je Comme suis avec pagaie. une Gamma Rio, voilà, tout simple. D'accord. Après, voilà, t'avais les teardrops, t'avais ces parallèles edge, tu vois, plus progressifs. Voilà, ça dépend un peu aussi peut-être des pagaies que tu as eu tôt. En fait, tu t'es habitué. Est-ce que tu veux plutôt de l'impulsion sur l'avant? Est-ce que tu veux plutôt tracter? Enfin, donc après, nous, on peut influencer un peu sur les tailles. Enfin, et puis voilà, c'est un ressenti. Après, le minimax avait quand même le mérite d'amener, tu vois, des données assez objectives. Et on faisait, enfin, en conditions calmes, hein, devant, et on faisait, tu vois, on s'inspirait un peu de la natation aussi sur l'indice de glisse. L'indice de glisse qui est en gros, la distance par cycle multipliée par la vitesse. Tu vois, vitesse égale, si a priori, tu as une distance par cycle supérieure que ton collègue, a priori, tu as un niveau supérieur. Enfin, en gros, ça revient à dire qu'à vitesse égale, celui qui a la cadence basse, la plus basse, a un niveau supérieur à son collègue. C'est pas non plus, c'est pas non plus révolutionnaire, hein. Ouais, mais j'allais te dire seulement si derrière il peut accélérer la cadence et qu'il a le cardio pour supporter plus Oui, de cadence. oui, s'il pagaie, c'est vrai, comme un sprinter. C'est sûr que s'il dégage 50 centimètres derrière lui. Mais c'est pour ça aussi, tu vois, ce qu'on avait fait là sur les temps d'accélération des bateaux et de décélération. Voilà, après peut-être il fallait creuser ou voilà, il y a des choses à faire, quoi. Et moi, dans mon côté entraîneur, l'idée, c'est de dire, voilà, comment j'optimise l'accélération de mon kayak, hein, la phase aquatique, on va dire, celle où on se focalise le plus. Et puis, il y avait aussi l'autre côté, comment je peux influencer et minimiser la décélération, faire en sorte que mon bateau décélère moins sur chaque coup de pagaie, quoi. Tu vois, en termes de posture, gainage, position. Et j'allais te dire pareil, c'est une question, je pourrais pas de réponse. Est-ce qu'il y a une conclusion à tout ça? Comment tu fais pour À la mettre ça en conclusion, place? c'est les médailles au jeu, non? Non, comment on fait? Bah, je sais pas où ça en est, mais l'objectif, c'est d'avoir aussi une base de données, tu vois, de se rappeler, voilà, qu'est-ce qui se faisait, quel matos, tu vois, c'est aussi, c'était l'objectif de se constituer une base de données. Je pose cette question parce que souvent, il y a toujours des débats techniques du style, certains vont dire mieux vaut aller chercher devant, se pencher un peu en avant. Tu vois, pendant la journée des courses des années 88 hier, et on voit tout le monde est très penché devant, vraiment très très en avant. Maintenant, on voit qu'en fonction des athlètes, bah, ça dépend. T'en as qui pagaient très droit. Je pense à Pimenta, moi je trouve qu'il est assez droit. Et si tu compares à Balint Kopas, qui lui est un peu plus penché vers l'avant. Pareil, tu regardes les Anglaises, où les Anglais ils sont très penchés vers l'avant et d'autres sont plutôt droits. Et, est-ce que toi, t'as vu, je sais pas si on peut dire ça, mais est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire? Bah, écoute, là, ce que tu as cité, c'est des modèles qui performent. Donc, quand même, l'objectif, c'est de. Enfin, non, moi, j'ai pas de. Après, je pense que c'est des habitudes. Ce qu'il faut, c'est être solide. Quand tu dis solide, si tu veux dire que la priorité, c'est d'abord d'être gainé pour pouvoir transmettre? Ben, en fait, ouais, là, tu vois, on revient un peu sur le concept de milieu instable. C'est gainer, il faut pas confondre avec blocage, tu vois. Faut à la fois être flex. Oh là là, c'est la crise. C'est la crise. Ouais, c'est la crise. J'entends un peu la crise, mais on t'entend bien quand même. Hein, t'inquiète pas. Ah ouais, c'est bon. Il va. Il fait Non, ses c'est dents. Il fait ses dents. Non, c'est pas ça. ouais, il fait tout là, je crois. Et c'est ouais, la notion de transmission, tu vois, faut trouver aussi. Moi, je pense que tu vois, le centre de gravité, faut pas qu'il soit trop en arrière, faut pas faire des abdos, tu vois, rien que pour tenir assis. Tu vois, faut être droit ou légèrement sur l'avant. Tu vois, si tu es vraiment en arrière, que déjà pour tenir droit, tu es obligé de contracter tes abdos.
ou qu'il te faut endosser, c'est pas terrible. Mais après, c'est vrai que sur l'avant, t'as les Anglais, globalement, souvent les filles aussi ont tendance à être un peu plus orientées sur, tu vois, un peu plus pliées, un peu plus cassées sur l'avant. Après, je pense vraiment ce qui compte, c'est le passage dans l'eau, la qualité de l'impulsion, tu vois, la verticalité de la En fait, ma pagaie. question, tu vois, dans ma tête, j'ai deux trucs qui s'opposent un peu. C'est du style, est-ce que je gaine d'abord, entre guillemets, je tiens avec les jambes et avec les abdos, et donc forcément, je suis, en fait, soit je dirige par le bas, soit je dirige par le haut. Tu vois ce que je veux dire? Soit je me penche en avant et donc je vais chercher devant, ou soit je suis plus gainé, plus droit, et dans ce cas-là, je suis moins devant, mais je suis plus solide. Tu Ouais, vois ce que je veux après, tu dire? peux aller chercher des bonnes. Ouais, ouais, ouais. Mais après, tu peux, pour aller devant aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, toi. Plutôt en flexion de buste. Après, tu as un moyen d'aller devant aussi, c'est par la rotation. Et, et tu vois, de bien envoyer, enfin, une épaule qui avance, l'autre qui recule, les épaules basses, tu vois, ça te permet aussi d'avoir des bonnes distances. Et une fois que tu as immergé ta palle, tu vois, d'attaquer, après, avec remonter la pression, moi, je suis plutôt comme ça, sur les cale-pieds. Tu vois, c'est les gros muscles en premier, et puis finir, enfin, on va dire les jambes, tout ce qui est gainage, abdos, grand dorsal, fixateur de l'omoplate, pour finir avec ton biceps, quoi, en gros, pour le dégager, quoi. Ok, ok, ça répond bien à ma question. Gros, enfin, c'est mon avis, hein. Oui, ouais, mais c'est ton avis que Gros je muscles, souhaite avoir, hein. je dirais gros muscles, petits muscles. Tu vois, d'abord les gros muscles, qui sont les jambes, et pour finir avec les bras, quoi. Combien de temps tu restes à Vers-sur-Marne? Je suis resté, ça a fait jusqu'en 2012. Et qu'est-ce qui fait que l'aventure prend fin pour toi, à Vers? Les Jeux Olympiques, et puis après, nouvelle équipe, et puis voilà, le directeur de l'équipe de France me dit mon côté poil à gratter ne convenait pas. Donc, Ça veut dire quoi? Ça je veut me dire quoi suis ton côté poil à gratter? non, mais je suis un petit peu des fois, peut-être, tu vois, je dis ce que je pense, peut-être trop. Et donc, je me suis retrouvé donc à la Fédé sur une position où je passais plutôt sur la formation justement et la formation des entraîneurs par la mise en place des DEGEPS avec le CREPS de Nancy et Toulouse. Ah bah c'était bien ça, non? Oui, c'était un changement. Oui, ouais, c'était intéressant. On avait fait des sondages auprès des entraîneurs de clubs. Et puis voilà, être sur la formation des entraîneurs, là au Vive, enfin, quels que soient les entraîneurs, quoi, au Vive, kayak, polo. Et C'est bien. pendant combien de temps tu fais ça? Mais j'ai fait ça 2 ans. Après, la vie parisienne et tout, on a opté pour un changement. Et donc là, on est à Fréjus. Donc ça Ok. change, en bord de Méditerranée. Fréjus, Saint-Raphaël. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu te mets au surf ski? Non, je me suis mis au surf ski quand j'étais en région parisienne. Parce que la Ah, c'est Normandie. original ça. Mais non, pas si original que ça. Parce que si tu veux souffler en région parisienne, tu vois, la Normandie, c'est à 2h30. Et donc, c'est un bon moyen voilà, de faire des bons week-ends sympas, quoi. J'ai dû me mettre au surf ski, ouais, 2010, 11 par là. Et ouais. Et donc, je reprends un peu ton historique. T'avais arrêté un peu de pagayer Ouais, quand j'étais à en 2000, Privas, là, voilà. ouais. Mm. Et là, tu reprends concrètement en 2010 alors. Ouais, un peu 2009, 2010, tu vois, en étant en vert, le truc des entraîneurs, c'est que souvent, tu vois, quand les sportifs vont se former, tu as du temps un peu entre le matin et l'après-midi, tu vois, de s'entretenir un peu. C'est vrai que je me suis remis un peu à faire du kayak. T'as commencé avec quoi comme surf ski? Un Elo Océan. Ah donc t'avais un des tout premiers à cette époque-là, un truc hyper instable. Ouais, on va dire, tu as une position un peu typée course en ligne, le siège assez haut, mais ouais, ils sont pas super stables. Enfin, Ouais, sur place, ça ouais. va très bien, mais en mer, Les premières les versions, je côtes me sont souviens que confortables. ah oui, je me souviens que les premières versions étaient un peu à discussion justement dans l'océan. Ouais, le siège est un peu haut, je pense, et du coup, les petits déséquilibres, ça les accentue, quoi. Et, Donc, euh, et donc par la suite, tu as fait des compétitions de surf ski justement.
T'as repris un peu? Tant que j'étais entraîneur, je faisais pas de compétition, puis tu vois, d'entraîner, enfin, voilà, t'as pas l'énergie. Et ça a été après, ouais, quand j'étais à la Fédé et tout, je me suis mis à faire un peu des compètes à droite à gauche. Là, on s'est mis en master là avec des collègues avec qui on courait avant, et puis voilà, on se tirait un peu la bourre. Comment ça s'est passé Normal, quoi. ces compètes de surski? Est-ce que tu as réussi à performer à haut niveau? Non, pas au niveau. Déjà, le surski, c'est pas une discipline reconnue de haut niveau en France. Après, voilà, il y a un gros circuit, il y a un gros niveau international parce qu'il y a des prize money, il y a tout ça. Mais moi, à mon niveau master, voilà, j'étais, on va dire, entre 5 et 10e français, tu vois. Ouais, c'est quand même pas mal. Oui, oui, non, mais quand je m'intéresse à une activité, j'essaie quand même d'essayer de la comprendre et ouais, d'optimiser un petit peu de manière voilà, ouais, la notion de progression est importante pour moi. Donc voilà, bien comprendre le surski là, tu vois, bon, il y a la façon de pagayer, il y a le côté aérobie, puis après il y a la navigation, quoi. Comment tu utilises au mieux la mer et les bumps, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça m'a bien plu et ça me plaît encore de déchiffrer les plans d'eau et essayer d'optimiser ça, quoi. Et est-ce qu'en ce sens, il y a des points communs justement avec la descente? Tout à l'heure, tu comparais un petit peu les deux furtivement. Et est-ce que tu Alors retrouves des similitudes? sur le changement de rythme un petit peu, sur l'adaptation, tout ça, sur les appuis différents. Et après, peut-être la descente, tu vois, les reconnaissances sont pas limitées sur le parcours. Tu peux en faire tant que tu veux. Donc la rivière, quasiment, tu la connais par cœur. Tu vois, tu connais tous les rouleaux, tu connais tous les cailloux. Tu vois, ça devient presque quelque chose de très, ouais, presque, ouais, tu connais par cœur fixe. Alors que la mer, ce qui est un petit peu différent, c'est que tu as des flux. Tu as fait Nico aussi, Nico Lambert, je crois. Tout à fait. Et, et, euh, et en fait, tu dois imaginer, tu tiens compte de ta vitesse de déplacement et tu dois être, tu vas toujours au bon endroit. Tu as ta vitesse de déplacement, tu as la vitesse des vagues avec leur période. Tu as tout le temps différents types de vagues. Donc, tu as des vagues qui vont se combiner, donner une grosse vague. Tu vois, tu as un gros travail de lecture et d'anticipation, en fait. Au niveau cognitif, c'est assez puissant, je trouve, le surski. Est-ce qu'on utilise la même pagaie en descente et en surski? Moi, je suis à peu près sur des tailles, ouais, à peu près. Ouais, À peu j'avais près. demandé, je me disais théoriquement peut-être qu'on utilise les mêmes, mais Mm. Mm. et Après, oui, vas-y Mika. non, j'avais pas dit quand j'étais athlète, j'avais fait parce que j'avais fait une pagaie où mon objectif, tu vois, c'était d'enlever du poids du bateau. Donc diminuer, on a parlé de la décélération, diminuer la traînée. Et donc j'avais fait une pagaie avec une forme particulière là, la Magic Bean, où l'objectif, tu vois, c'était de s'alléger, d'enlever du poids du bateau sur chaque appui. Du coup, j'avais fait une forme un peu en haricot. Et, euh, et voilà. Mais ça, pas, j'ai même pas couru les championnats du monde avec. Mais il y a eu des choses intéressantes et je l'ai réutilisé en surski. Tu vois, d'enlever du poids du bateau, être plus léger dans le bateau, quoi, pour diminuer les frottements et diminuer la traînée. Qu'est-ce qui doit être amélioré sur cette pagaie pour toi? Et ben, au niveau de la tenue en main, elle est un peu chelou son trajet dans l'eau, quoi. Et il faut s'y habituer, quoi. Mais Ça- bon, donc ouais, j'avais ce côté quand même un peu Euh, chercher un peu, quoi. j'ai vu aussi que tu faisais du paddle. Quand j'ai tapé ton nom sur le net, j'ai vu que tu faisais du paddle et plutôt à haut niveau aussi. Au niveau, euh, donc on arrive, c'est 2014, on arrive à Fréjus, tu vois, et sur ski, il y a quand même pas une grosse dynamique, tu vois. Ici, sur la baie et tout, je suis le seul à naviguer.
Et puis, voilà, le sup, ça, il y a un peu plus de monde. Et puis l'idée, voilà, c'est parti. J'avais un collègue et tout, et c'est parti un peu comme ça, là, à faire du sup parce qu'il y a énormément de transferts avec le kayak, enfin, de mon point de vue. Et tu vois, tout ce qui est transmission, appui, enfin, accélération dont on discutait dans la phase aquatique, décélération, enfin, tout est pareil, sauf que tu es debout. Et il y a un challenge peut-être qui est un peu plus important que en kayak ou en surf ski, c'est la notion d'équilibre et de surf puisque tu es debout justement. Donc quand tu fais des downwind, tu vois, bien ventés, ben, tu as la notion, tu vois, de lecture, tout ce qu'on disait, et puis voilà, de rester sur ta planche, quoi. Et est-ce Et que tu donc, sens justement que quand tu fais du paddle, après, tu as un transfert dans le surf ski ou dans tes bateaux? alors le paddle, je dirais, moi, je suis un peu plus, t'es debout, tu vois, t'es un peu plus dans le musculaire, entre guillemets. Et en surf ski, tu vas être, voilà, un peu plus cardio. Donc, transfert, je dirais peut-être pas jusque-là. Moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est le surf ski pour le paddle parce que ça permet de travailler symétriquement, pagayer à droite et à gauche. Tu vois, en sup, ouais, tu as toujours un bordé préférentiel. Et après, tu vas un peu plus vite aussi. Donc, en termes de lecture et tout, ça t'habitue à aller un peu plus vite aussi. Donc, voilà. Après, je dirais pas non plus qu'il faut faire au surf skieur qu'il faut faire du sup pour performer en surf ski. Non, mais en fait, ma question, c'était est-ce que ça aide sur l'équilibre, justement? Tu vois, comme tu es debout, Ah, c'est tu un es plus équilibre debout, instable. c'est différent. C'est Tu vois? différent parce que tu es sur un équilibre debout. Tu vois, même j'ai mon collègue qui, un coup, je veux lui faire du surf ski. Tu vois, il monte sur des planches relativement étroites, tu vois, aux alentours de 20 pouces, qui sont des planches assez instables. Et tu vois, en surf ski, il tient pas du tout parce que c'est pas les mêmes chaînes musculaires. Tu vois, en fait, ce qu'il te faut, c'est de la sensibilité, tu vois, au niveau des fesses, quoi. Et alors que quand tu es debout, bon, c'est de la sensibilité, peut-être plus au niveau cheville, au niveau, enfin, t'as tes jambes en plus, quoi, pour t'équilibrer, quoi. Et, Ah ouais. c'est vrai que les pagayeurs, enfin, le peu les suppers, là, qui ont testé mes bateaux, franchement, ils tiennent pas dedans, quoi. Alors que si tu mets un surf skieur sur un sup instable, il va tenir dedans, dessus, Et pas dedans. t'as quoi comme bateau en ce moment sur ski? J'ai un Ozo. Ah, t'as un Ozo, ok, je vois. J'avais interviewé Benoît aussi pour ça. Ben Benoît, voilà, c'est aussi, tu vois, le cockpit, ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est un petit gabarit, du coup, ça va, c'est, ça me permet de pédaler et d'être à l'aise dedans. Et Après, c'est vrai que en sup, qu'est-ce que t'as comme planche? en sup, j'ai des sprints, donc plutôt des planches de flat. J'ai une sprint, une starboard sprint, mais qui date un peu, mais qui me plaît bien de 2018. En 21,5 En de combien large. tu l'as? En combien tu l'as, tu dis? 21,5 de large. Ok, ouais, donc c'est assez fin quand même. Ouais. 21,5, c'est pas. 14, 21, ouais, ça fait 55, je crois, à peu près. Ah ouais, je vois ce que c'est. Ben, j'ai un copain qui fait du paddle, qui doit nous écouter, qui vient de Mhm. s'acheter une all water chez Starboard. Donc j'ai plus D'accord, la la référence. All-Star. Ouais, voilà, exactement, exactement. Donc Ah, moi, j'avais opté justement les sprints de l'époque. Là, cette année, ils ont changé de registre en disant, voilà, il y a une planche de flat, c'est la sprint. Et puis, il y a une planche à tout faire, c'est la All-Star. Et c'est vrai que 2018, ils avaient fait une planche initialement prévue sur le flat, mais qui marchait bien en mer. Et m'avait bien plu. Et tu vois, je suis encore avec ce modèle-là. Voilà, après. et aujourd'hui, tu t'entraînes comment alors? Tu t'entraînes tous les jours? Là, on a entendu que Alors là, je peux plus, là, depuis. voilà, t'as un petit bébé. Comment ça se passe ces entraînements? Parce que là, j'ai vu que pareil, t'avais bien fait. Là, t'as fait une course. Justement, il y avait Nico Lambert. T'as fini deuxième de la course. Et Ouais, mais donc tu dois t'entraîner quand même pas mal. là, franchement, j'étais content. Non, là, je m'entraîne. J'essaie. Déjà, j'essaie 2 fois, 3 fois par semaine, tu vois.
et pas tout le temps. Des fois, j'y arrive pas. Et après, ce que j'ai rajouté, par contre, tu vois, et qui me fait plutôt du bien, parce que il faut garder le petit, c'est je faisais plus trop, tu vois, ce qu'on me disait tout à l'heure. Alors pas de la muscu, mais même du gainage, tout ça. Et du coup, là, j'ai remonté un Swiss ball dans le salon. Et tu vois, refaire un peu des gainages, de l'alignement, des choses comme ça. Et ça j'ai vraiment l'impression que tu vois, ça me fait du bien et quelque part, peut-être ça limite la perte de niveau liée, voilà, en termes de pratique là, je pas grand-chose, hein. Là, ça va aller peut-être un peu mieux avec les beaux jours, mais et puis quand je te dis voilà 2 fois, 3 fois, c'est un coup du sup, un coup du surski. Alors ça dépend un peu des. Là, ça va dépendre un peu des compètes que je vais avoir. Tu vois, si je sais que j'ai une compète de sup qui arrive, hop, je vais monter un peu plus en sup ou vice versa, quoi. Et aujourd'hui, tu travailles dans quoi? Et aujourd'hui, je suis donc formateur au Krebs de Boulouris. Ok, sur Donc, quel tu formes pourquoi? Je forme le BPGEPS APT, l'activité physique pour tous. Ok. Donc, un diplôme pour expliquer, un diplôme très généraliste. Donc, des généralistes, des éducateurs sportifs qui vont intervenir un petit peu dans toutes les activités et auprès de tous les publics, qui sont des enfants, ados, adultes, seniors. Donc, Ok. donc voilà, et là, on n'est pas sur un diplôme d'entraîneur spécialiste, on est vraiment sur le généraliste. Et justement, bah, alors je te pose une question parce que j'ai bien compris avec cette interview, cette discussion que tu aimais bien justement chercher. Là, justement, ce diplôme, c'est exprès pour toi, quoi. Tu dois chercher comment fonctionnent les autres disciplines pour pouvoir les enseigner. Ouais, alors l'APT, ça reste quand même, on va dire, un incitateur à l'activité. Tu vois, tu vas vraiment pas loin. En fait, tu zappes un peu les activités. Tu vas pas dans la profondeur. Et puis après, il y a des activités aussi où j'ai des intervenants, hein. Donc voilà. Après c'est un diplôme, je dirais, qui est très ouvert. Tu vois, par rapport à la carte pro et tout ça, c'est top. Après, c'est aussi un diplôme. Globalement, on a ceux qui vont en STAPS c'est ceux qui, nous, on récupère plutôt les jeunes, tu vois, qui veulent faire des cursus courts. On est un peu la filière pro des STAPS, en fait, en Ok, Krebs. je vois. Je vois. Cursus court. Donc voilà, mais après, écoute, c'est comme ça aujourd'hui au niveau du Krebs. Après, on vit dans une belle région et c'est cool aussi, quoi. Et bah, c'est cool. J'arrive un peu au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder, Michael? Euh, non, je crois qu'on a fait un peu le tour. Écoute, je sais pas ce qu'on t'avait dit, mais Non, mais moi, je suis très curieux un jour de te rencontrer pour que tu me montres un peu tous les trucs que tu avais fabriqués pour l'entraînement en déséquilibre et tout. Là, ça m'intéresse après, il y forcément. a quelques articles, je te dis, Codépol qui doivent traîner. Ok, bah, je vais les retrouver parce Euh, que j'ai sur mon ordi, ouais, mais ou ça je fait te les longtemps que je les ai enverrai pas ouverts. si tu veux. Ouais, ah Je bah te je veux les bien. Bah, enverrai. je note. Bah super. Et puis, ouais, il y avait essentiellement par rapport aux cordes, couplées Swiss ball, machin, baudrier, tu vois. L'idée aussi, c'était de faire, tu vois, quand je me tracte, on est quand même beaucoup sur un sport où il faut se tracter, il faut faire du tirage, et c'était tu vois, de rapprocher le bassin de la pagaie, quoi. Et donc, ouais, on avait mis un truc au plafond avec une poulie double et tu vois, c'était je me tracte et je monte le bassin, quoi. Donc, on avait plein de petits exercices comme ça, quoi. Et puis après, il y avait le truc en termes de gainage, tu vois, c'était les plateaux de déménagement, là. Ça avait pas mal marché, ça, on appelait ça le roll-to, où tu travailles un peu, c'est le principe des abdos roulettes que tu peux faire avec une barre ou avec la petite roue, là. Et sauf que là, tu pouvais varier un peu les angles. Tu vois, tu pouvais faire un peu dans des axes un peu différents. Ok, bah c'est Et marrant. puis, J'ai fait de la roulette tout à l'heure. J'ai essayé de la faire depuis debout, mais il me manque encore un peu. Mais je reviendrai sur le plateau de déménagement pour aller dans d'autres angles. Ça peut non, être mais autre ouais, il pour y se avait rouler. et puis, tu peux mettre soit tes pieds dessus, soit tes mains, soit tes coudes. Tu vois, tu peux, soit c'est tes pieds qui sont fixes et c'est devant qui bouge,
enfin devant tes coudes et enfin voilà, c'est tes épaules qui bougent. Soit tu peux faire l'inverse aussi, où c'est tu poses tes pieds dessus et tu vois, c'est le haut qui est fixe. Enfin, il y avait pas mal de petits trucs comme ça. Puis au niveau latéral, enfin, donc on avait ouais, mais j'essaierai de t'envoyer des. Ouais, bah j'ai noté, je te le rappellerai, t'inquiète pas, je ne vais pas oublier. Je ne vais pas oublier. J'ai 2 Swiss balls dans mon salon, donc je connais bien l'histoire d'un Pourquoi Swiss ball. deux? Et ben j'en ai une plus gonflée et une moins gonflée. D'accord. Donc j'ai toujours cette question-là, mais j'ai l'impression que c'est plus dur pour moi quand c'est moins gonflé que quand c'est plus gonflé. J'ai l'impression que ça bouge plus. Je sais pas quelle est ton expérience sur le sujet. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu moins gonflé, ça bouge plus quoi. C'est plus challengeant. Après, ça dépend ce que tu fais dessus, puis ça dépend du Swiss ball. Tu sais, il y en a des plus ou moins épais, enfin, plus ou moins gros. Bah, j'ai des exercices, Après, tu sais, à genoux, assis, voilà, hmm. des trucs un peu d'équilibre, on va dire. Ouais, mais ça, tu vois, c'est intéressant par rapport au kayak, là, ce que j'appelle un peu la sensibilité des fesses, là. Tu vois, d'être à la fois, tu vois, de bouger, mais quand même d'être équilibré, tu vois, de maîtriser ton mouvement, en fait. Tu vois, tu passes d'un côté à l'autre, tu peux faire pareil à genoux. Debout, c'est un peu plus chaud, mais le kayak, tu vois, tu as vraiment cette sensibilité, je trouve, au niveau des fesses, en fait, hein. Et ça, l'eau vive Ouais. aussi, c'est vrai que bah, l'eau vive, on est calé aussi avec les genoux, c'est peut-être des choses, tu vois, pagayer sur la gîte, amener qu'on a peut-être plus fait que ce que tu peux faire en course en ligne, quoi. Mais bon, après, voilà, tu peux faire que de la course en ligne et enfin, il y a pas de règle là-dessus. À mon avis, les athlètes qui performent, c'est aussi ceux qui, enfin, ce qu'on discutait tout à l'heure. Il faut à un moment tu vois, avoir quelque part, c'est presque le rêve et se donner les moyens de l'atteindre, quoi. Tu vois, c'est ce rêve enfoui quelque part en toi et que tu as envie t'as envie que ce rêve se réalise. Moi, je reste quand même persuadé que la perf est entre celui qui va faire peut-être quatrième et celui qui va avoir la troisième place ou mieux une médaille d'or, ça reste bah, le côté mental, la fraîcheur mentale qui va permettre d'aller peut-être chercher ce recrutement des fibres musculaires, d'aller un petit peu plus loin dans l'effort, d'accepter un peu plus. Alors tout à l'heure, je parlais de souffrance, mais pour moi, c'est clairement ce qui fait la différence. Et après, bah, il faut aussi, on en a rapidement parlé tout à l'heure, avoir la technique qui te permette d'aller chercher ces états-là, voilà, pour performer. Donc ça veut dire aussi qu'à l'entraînement, bah, il faut être capable aussi de se mettre dans ces conditions-là pour pouvoir le faire en course. Et, Course, alors, je te entraînement titille. facile, course difficile, hein. Je Et titille. Alors, entraînement difficile, course est-ce que facile. l'entraînement, ça doit être la compétition? Non, ça veut pas dire ça. Mais par contre, ça veut dire que l'entraînement, il y a des entraînements, et notamment maintenant avec l'entraînement, on est plus sur l'entraînement polarisé, il y a des séances peut-être qui comptent et être capable quand même de reproduire des vitesses de déplacement et des situations qu'on va retrouver en course, quoi. Après, ça veut pas dire que c'est pas la compétition, enfin, c'est pas la compétition, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas la même pression, tout ça, mais voilà, on a les outils, on discutait du minimax, voilà, je sais que alors, le record, je sais plus combien c'est, sur un millimètre, je crois que c'est 17,4 kayakom, c'est 17 km/h 4, c'est 3,22, ou peut-être ça a changé depuis. 3,20 maintenant aux Jeux Olympiques. 3,20, tu connais, ah ben voilà, donc tu vois, ça fait 10 ans, hein. Et mais voilà, quelque part, bah, c'est 3,20, c'est une allure qu'il faut, donc ça doit faire quoi, 17,6 ou quelque chose comme ça. C'est une allure qu'il faut s'habituer à aller quand même. C'est pas le jour de la course où tu vas juste dire ouais ben je vais faire ça, quoi. Tu parlais de fraîcheur mentale. C'est quoi la fraîcheur mentale pour toi? Mais la fraîcheur mentale, pour moi, c'est bah, quand tu es fatigué, souvent, bah, tu peut-être un peu moins disponible, justement, un peu moins pour être dans un investissement max, tu vois, être au top à chaque coup de pagaie, enfin être lucide, concentré, gainé, tu vois, on en parlait du geste un petit peu tout à l'heure, voilà, c'est être être dans un état, voilà, qui te permet de contrôler, on va dire, enfin, c'est pas contrôler, mais
de pas subir, d'agir, on va dire. D'agir sur le maximum d'éléments. Quand tu es fatigué, moi, je trouve, on a tendance à plus subir et c'est peut-être pas là où tu fais tes meilleures perfs. Bon, après, il y a plein de choses. On pourrait aller sur les tests HRV, variabilité de fréquence cardiaque, enfin, tout ça qui avait été mis en place et qui sont toujours mis en place pour essayer justement de mettre quelques données objectives derrière tout ça, quoi. Justement, j'allais te dire, en muscu, nous, on utilise beaucoup notamment les pratiquants de force, des semaines de déload. Donc, tu vois, des semaines un peu de récup active. Ouais. Est-ce que la fraîcheur, c'est pas une histoire de planification aussi? Ça peut être une histoire. La fraîcheur, elle peut être liée qu'à l'entraînement, mais elle peut être liée à ce que tu fais à côté, hein, tu vois, au projet de vie tout court. Donc, en kayak, c'est pareil. On a un système. Alors, course en ligne, c'était souvent 3-1, puis après, c'était une périodisation un peu par bloc. Enfin, donc, quand je dis 3-1, c'était 3 semaines de développement, 1 semaine de récup. Et plus on s'approche des courses, après, c'est plutôt des petits blocs. Mais après, voilà, cette fraîcheur mentale, si t'es pas bien à côté dans la vie, si tu dors pas bien, si voilà, t'as des soucis et tout, t'as beau récupérer, ça peut être compliqué aussi, quoi. Mais merci Mika de ton temps, parce qu'on l'a fait un peu tard ce podcast et donc c'est cool d'avoir pu trouver le temps. Si jamais il y a des gens qui veulent te contacter suite à ce podcast, comment peuvent-ils faire? J'essaie d'être sur Facebook. S'ils m'envoient, j'essaie d'être. Je suis pas tout le temps dessus, mais sur Facebook. Ok, et je mettrai le lien, comme ça il y a pas de souci. J'espère que nos auditeurs ont passé un agréable moment. Et puis on se retrouve donc bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.